Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la suppression des programmes DEI aux États-Unis pour diversité, équité et inclusion. Ce programme, c'est le prolongement de la politique de discrimination positive mis en place dans le pays dans les années 60 pour rééquilibrer un système qui excluait trop souvent les minorités, toutes les minorités, de l'éducation supérieure, de l'emploi, d'une vie meilleure en général. Donald Trump est revenu dessus, estimant qu'il s'agissait d'une politique raciste et sexiste. Les explications de Jean Barrère. À peine arrivé au pouvoir, durant son discours d'investiture, Donald Trump promet de s'en prendre à ce qu'il nomme l'idéologie woke. Cette semaine, je mettrai également fin à la politique gouvernementale consistant à essayer d'intégrer socialement la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. Nous forgerons une société sans préjugés raciaux et basée sur le mérite. Le même jour, il signe un décret mettant fin au programme DEI pour diversité, équité et inclusion. Accès privilégié à l'université, à l'emploi, bourse d'études ou encore fonds pour la recherche, ces programmes fédéraux ont pour objectif d'aider des groupes sous-représentés, les femmes, les minorités ethniques, les personnes LGBT ou porteuses de handicap. Ils disent que c'est DEI, donc que c'est du gaspillage d'argent. Qu'est-ce que DEI signifie? Diversité, équité et inclusion. Depuis 1975, les États-Unis et ici dans le Minnesota, nous avons pris une décision que tous les étudiants auraient accès à une éducation de première classe. Sachez que je suis très en colère. L'une des premières cibles est l'éducation. 600 millions de dollars de subventions coupées dans l'enseignement. Le ministère américain de l'Éducation a donné 14 jours aux établissements recevant des fonds fédéraux pour cesser d'utiliser des programmes de préférence dites raciales et de DEI dans quelque activité que ce soit. S'ils ne s'y conforment pas, ils pourraient tout simplement perdre leur financement. Et dans le monde de la recherche, certains mots seraient désormais proscrits pour espérer obtenir une subvention. Je suis donc allée aux heures de bureau aujourd'hui et mon professeur m'a dit qu'il venait de recevoir une liste de mots qui étaient bannis de toutes les demandes de subventions. Et il m'a dit que ces mots interdits incluaient femmes et féminin. Femmes, inclusion, activisme, mais aussi équité ou handicap. Les termes ont circulé sur une note interne de la Fondation nationale de la science, l'administration qui finance la recherche. Cette chercheuse issue d'un milieu défavorisé bénéficie d'une bourse. Son sujet d'étude sur des populations indiennes et africaines est lui aussi dans l'œil du cyclone. Je suis inquiète, étant donné que je bénéficie de ces programmes en tant que femme issue d'un milieu défavorisé. Mon financement pourrait être réduit. Mais il y a aussi cet aspect de la recherche qui finance des études sur des populations spécifiques qui sont désormais considérées comme DEI. Dans sa guerre contre le wokisme, Donald Trump peut compter sur Elon Musk à la tête du département de l'efficacité de l'administration. Il n'hésite pas à renverser les rôles. Le DEI et le wokisme prônent essentiellement le racisme et le sexisme. C'est grave, ils sont également anti-méritocratiques. Mais ces programmes sont aussi issus de la Heritage Foundation, à l'origine du projet 2025, un plan de 900 pages pour instaurer un État Trump, un programme préparé en coulisses depuis des années. Le think tank ultra-conservateur accuse l'éducation d'injecter dans les salles de classe une propagande raciste et anti-américaine. Et pour aller plus loin sur cette question, mieux comprendre l'impact de ces décrets anti-DEI, j'ai le plaisir d'accueillir la docteure Marcelle Laliberté. Bonjour, vous êtes directrice diversité chez HEC. Merci d'être avec nous. Bonjour. À quel point est-ce que la suppression des programmes DEI, diversité, équité et inclusion, ça va impacter les minorités dans la société américaine? Est-ce que c'est la fin de ces décennies d'affirmative action? Je pense ce qu'on va voir humblement s'opérer, c'est une transformation ou, comme je dis en anglais, un shift. Parce que ce qui est reproché présentement par les programmes de diversité, c'est cette notion de préférence. C'est que j'ai préféré un groupe par rapport à un autre. Et donc, c'est ça qui a créé un peu tout ce genre de backlash aux États-Unis. Mais à dire que ça va effacer tout le progrès ou que ça va l'arrêter, oui, peut-être dans certaines instances, mais non, pas sur l'ensemble. Parce que la valeur de justice et d'équité est très présente aux États-Unis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de vocabulaire, qu'il faut reformuler ces programmes de manière à ce que les termes soient moins choquants pour des personnes comme Donald Trump et Elon Musk?
Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le langage est rendu une connotation très négative. On est en train de rendre la diversité comme une mauvaise chose. Par contre, le principe d'équité reste pareil. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va focaliser peut-être plus sur l'inclusion, cette notion d'appartenance au sein de notre organisation, restant dans les mêmes valeurs, dans le même principe qu'émet la diversité, l'équité et l'inclusion. Quand on revient sur le Civil Rights Act de 1964, cette notion d'équité a toujours été présente. Il y a un certain nombre d'entreprises également qui emboîtent le pas à cette politique de suppression des DEI, des entreprises privées, mais aussi des sous-traitants du gouvernement américain. Pour quelles raisons? Parce qu'ils ont des contrats américains et donc les contrats sont émis par les instances fédérales qui ont le mandat d'assurer que c'est retiré comme élément de langage. Mais élément de langage, encore sous l'esprit de la loi, qui est pas avoir de préférence pour un groupe par-dessus un autre. Alors, ça touche quel type d'entreprise, par exemple? Au haut de ma tête, pour l'instant, les entreprises de défense, c'est plus facile. Ce qui est Lockheed Martin, par exemple, RTX, Boeing, à une certaine mesure, vont être impactés parce qu'ils ont des grands contrats avec le militaire. Ce matin même, je voyais qu'il y avait tout un article sur les boîtes de conseil qui ont des contrats avec le gouvernement américain. Eux risquent d'être obligés de jouer avec les éléments de langage pour pouvoir poursuivre un peu leur mandat au niveau de la diversité, mais tout en s'ajustant par rapport aux politiques américaines présentes. Et au contraire, il y a des entreprises privées qui font le choix de rester dans cette politique d'affirmative action. Quel est leur intérêt pour ça? En général, nous, au niveau de la recherche, moi, ce que je regarde, c'est l'aspect innovation, l'aspect de performance, une meilleure productivité. Les équipes diverses apportent une meilleure perspective aux différentes façons de régler des problèmes. Les entreprises qui ont vu les bienfaits d'avoir des politiques diversité, équité, inclusive systémiques dans leur organisation vont attester à ces changements positifs au sein de leur organisation. Est-ce que ces suppressions de DEI, c'est quelque chose qu'on pourrait observer ici en Europe? À ce stade, et on sait que tout peut changer du jour au lendemain, je ne suis pas convaincue parce que les directives de l'Union européenne et les lois françaises, en particulier la loi Copé-Zimmermann et la loi Rixin, font en sorte que je ne vois pas ça disparaître du jour au lendemain. Les lois Copé-Zimmermann et Rixin sont des lois qui prônent une certaine forme d'équité dans les postes de direction des entreprises, donc parmi les cadres dirigeants ou dans les conseils d'administration. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on pourrait voir battu en brèche ici en Europe ou en France. Est-ce que ça pourrait arriver également dans des instituts, comme des institutions comme HEC, Sciences Po, des grandes écoles qui se sont ouvertes à la diversité, notamment aux minorités qui sont les moins représentées dans les cohortes d'étudiants? Non, honnêtement, je ne le vois pas arriver dans les établissements d'enseignement supérieur parce qu'on est situé en France avec les valeurs de l'Union européenne imbriquées, mais également avec un regard à l'international. Les écoles, en général, ont une grande représentation d'étudiants internationaux et on ose croire qu'on est capable de créer des environnements où on crée les liens, les ponts, pour créer le dialogue entre les différentes personnes. Et de ça, espérer pouvoir contribuer au projet sociétal. Il y a eu, il y a quelques années, je pense notamment 2023, une décision de la Cour suprême contre Harvard, décidant justement que l'université, cette université d'élite, avait un recrutement d'étudiants qui était injuste. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, le cas explique que Harvard et UNC ont fait une préférence pour certains groupes par rapport à d'autres. Et c'est tout là la subtilité du cas qu'on est en train de constater avec les États-Unis. C'est qu'ils ont donné des points ou des aménagements pour promouvoir certains groupes qui n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur comme d'autres pouvaient l'avoir. Et dans la décision de la Cour suprême, c'était clairement il y a eu une préférence donnée à un groupe par rapport à un autre. Fondamentalement, il n'y avait pas l'égalité de tous les groupes devant les admissions pour l'université. Donc, aujourd'hui, pour une université, ce qui change, c'est qu'au lieu de préférer un groupe, je vais aller chercher des informations ou des compétences, des valeurs dans les étudiants au travers des lettres d'admission, par exemple. Donc, je vais demander à un étudiant de m'expliquer son parcours, comment il a fait son choix pour arriver ici,
quelles ont été les barrières qu'il a rencontrées ou qu'elle a rencontrées. Et de cette manière-là, ça me permet de mieux avoir un portrait égal de tous les étudiants et de pouvoir aller chercher cette diversité. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est comme ça que ça a été shifté pour pas être poursuivi et hors la loi de l'esprit qui est l'équité pour tous. Marcel Laliberté, pour vous, les programmes DEI, ils sont morts ou ils sont en train de renaître différemment? Ils sont en train de shifter. Comme je dis en anglais, ils sont en train de transformer, s'adapter. C'est ce qu'on voit, comme j'expliquais au début, depuis 1964 avec le Civil Rights Act ou les différentes lois qui ont été mises en place en France et en Europe. On s'adapte. Notre langage évolue, notre compréhension de certaines choses ou les impacts de terminologie évoluent. Eh bien, merci beaucoup, Dr Marcel Laliberté, d'avoir partagé votre analyse avec nous. Et merci à vous. Et on se quitte en images avec le centenaire de la naissance de l'artiste américaine Joan Mitchell. Elle était née en 1925. Toute l'année, 70 musées lui rendent hommage, et notamment la France, son pays d'adoption où elle vécut 37 ans, et les États-Unis où elle était née. Des expositions organisées jusqu'en décembre pour découvrir ou redécouvrir son œuvre et celle de ses protégés, 1 millier d'artistes soutenus par la fondation qui porte son nom. À très bientôt sur France 24.